Bonjour à tous, c'est Nathalie Craé de Range ta vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Patricia Mignonne. Bonjour Patricia, Hello Nathalie, comment vas-tu? super, je te remercie. Alors Patricia, j'avais très envie de t'interviewer parce que tu es spécialisée, spécialisée, tu me diras, dans la charge mentale, qui est quand même un terme qu'on emploie de plus en plus souvent, qu'on entend souvent. Et moi, si je suis venue vers toi, c'est parce que les personnes que j'accompagne et les personnes qui me suivent dans mon aventure Range ta vie, ce sont souvent des femmes qui se sentent épuisées, débordée en permanence. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec toi tous ces éclairages que tu peux nous apporter. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la charge mentale, peut-être, tout simplement? Oui, alors, mais pas tout simplement, parce que depuis 3 ans, il y a une définition canonique qui flotte dans l'air et qui consiste à dire que la charge mentale, c'est le fait de penser à tout pour tout le monde. Mhm. Oui. Et moi, je me suis intéressée à la charge mentale, je proviens d'un tout autre horizon. En fait, moi, je suis une écolo dans l'âme. Depuis la nuit des temps, depuis les années 70, 70, je suis écolo. Et puis, alors ici, il y a 4 ou 5 ans, j'ai vu que les questions liées à l'écologie, globalement, étaient devenues une tendance et je me suis dit que c'était le moment de me mettre à accompagner les gens, Mhm. les femmes. C'est les femmes qui portent la transition. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de femmes dans ma communauté qui étaient concernées, qui lisaient les contenus et qui ne se bougeaient pas. Et quand j'ai posé la question, on m'a répondu, j'ai pas le temps. Derrière, c'est de là que je me suis intéressée à la charge mentale, avec tout le bagage qui est le mien aussi. D'abord, il y a mon âge, il y a mon expérience, et il y a le fait que je m'intéresse à la sociologie, l'anthropologie, une quantité de choses comme ça, et que, comme je suis pédagogue, je ne peux pas faire autrement que d'interroger les gens. Mhm. Parce que si je suis pédagogue, je suis aussi une chercheuse de solutions et je veux aider les gens, tu vois. Et donc, repartant de cette définition canonique de la charge mentale qui la réduit à une problématique d'ordre opérationnel, c'est un problème d'intendance, tu vois, Mhm. je me suis rendu compte que la charge mentale incluait aussi de fortes charges émotionnelles, qu'on va dire négatives, j'aime pas ce mot-là, mais hein, ça simplifie les choses de dire ça, avec aussi qui était en lien avec de grosses difficultés à communiquer au sein de la famille, en particulier avec le conjoint. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça que j'ai comme retour aussi, c'est cette impression que les personnes ne se rencontrent pas dans leur propre famille, qu'elles n'arrivent pas à exprimer aussi Non. leurs besoins, leurs frustrations, leurs envies, leurs émotions, tout simplement. Et ça vient finalement toucher au quotidien, mais effectivement, comme tu dis, ça va plus profondément que ça. Oui. C'est vraiment très émotionnel et ça va parfois jusqu'au point de rupture. Donc, comment faire pour désamorcer, j'ai envie de dire, cette situation qui paraît parfois inextricable. On a l'impression qu'elles sont Oui. comme un hamster dans la roue, tu vois. Oui. Alors, je commencerai par faire une incise, par répondre à ta question en partant de ce que tu viens de dire. Le problème de communication, plus fondamentalement, il est dans la relation à soi. On ne sait pas qui on est. Oui. Parce qu'on ne nous a pas appris toute notre éducation, tout le discours ambiant a pour effet, je ne vais pas dire a pour viser, mais a pour effet de nous détacher de nous-mêmes et de nous focaliser sur le faire, les savoir-faire, sur le matériel. Mm. Et comme tu as un certain âge et je suis plus âgée que toi, donc et comme j'ai été enseignante, j'ai vu l'évolution de l'enseignement. Ouais. De quand moi j'étais élève à quand moi j'étais prof. Et comme j'ai été prof pendant 20 ans, j'ai vu comment ça évoluait. Et en fait, l'école est au service de la société. L'école est au service du modèle économique. Oui. Et donc, quand on est dans un monde où le discours global, le discours ambiant est focalisé
sur les savoirs, les savoir-faire, le faire, les possessions, le matériel, et élude complètement tout ce qui a trait à l'être, à l'intériorité. Il faut faire. Il faut faire. On faire, et on réussit en faisant un métier et en possédant. La preuve que tu as réussi, c'est que tu possèdes plein de trucs, des grands trucs prestigieux, tu vois. Et du coup, on n'est pas au courant qu'on a une intériorité, on n'est pas au courant qu'on est quelqu'un, un être spécifique, né singulier. Au contraire, toute l'éducation a pour effet de lisser tout ça pour nous rendre conformes au modèle dont la société a besoin pour qu'on joue notre rôle dans cette société. Effectivement. C'est pour nous Donc, rendre employables. oui, employable pour qu'on soit en même temps producteur et consommateur, tu vois. Oui. Et ce phénomène-là que je décris là, il s'appelle l'aliénation. Donc, tout ça a pour effet de nous entraîner à jouer un rôle qui est autre que qui nous sommes intrinsèquement, mais qui nous sommes intrinsèquement, nous ne le savons pas, parce que notre éducation ne nous a pas appris à nous connaître, à nous intéresser à qui nous sommes, à notre singularité, mais tout simplement parce que si on cultivait notre singularité, mais on serait trop dissonant par rapport au modèle. Ils ont le modèle, notre société a besoin qu'on soit grégaire, qu'on soit conforme. Oui. Et donc, avant de chercher à résoudre un problème systémique, c'est très important d'apprendre à se connaître soi et soi comme système aussi, parce qu'on est pluriel. Voilà, donc j'encourage, je sais bien que déjà, moi, je suis entrée dans un travail de développement personnel, travail thérapeutique, il y a très très longtemps, dès mes 19 ans, j'ai commencé. Donc ça fait plus de 40 ans que je travaille sur moi, et depuis cette époque-là et encore maintenant, on tend à croire que ce sont les dingues qui ont besoin d'aller se faire aider, mais non, quoi. Oui. On a besoin d'un feedback extérieur pour se comprendre, pour s'apaiser. Et si on est plus apaisé, plus sereine, on est plus capable de communiquer et de communiquer sur la fréquence de l'amour. Parce que cette dissonance dans laquelle nous sommes, elle nous amène à maltraiter les gens que nous aimons. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai envie de te parler aussi de quelque chose que moi je vois très souvent dans mes accompagnements, c'est cette quête de la perfection qui est complètement illusoire et qui fait qu'on veut tellement tout bien faire, être parfaite, surtout en tant que femme. Il y a vraiment cette notion de recherche de cette perfection, qu'il y a un moment, on abîme la relation avec les autres et on abîme même finalement ce qu'on a tenté de construire parce qu'on recherche quelque chose qui n'existe pas. Et donc, on a l'impression d'être complètement désaxé. Et voilà, j'ai vraiment envie de te demander ce que tu en penses de cette quête du perfectionnisme. Alors, la quête du perfectionnisme, elle vient en général, elle fait partie du package de la charge mentale. Et la charge mentale, on l'attrape comme un virus qui est dans l'air. Les virus, ils sont partout. Hein. Et donc, on la chope quand l'enfant paraît, oui. La charge mentale. Et donc, dans le paquet de la charge mentale, il y a l'identité de la ménagère. Tu vois, je pense que on est beaucoup moins frénétique quand on est en couple sans enfant. Et puis quand l'enfant arrive, waouh, il y a une quantité de trucs qui arrivent. Et en fait, cette identité de la ménagère, qui constitue l'essence de la charge mentale, eh bien, ce sont des programmes un petit peu, tu vois, comme on parle maintenant des algorithmes ou bien des virus, c'est des machins qui sont dans l'air comme ça et qu'on attrape et qu'on plug, oui. Et puis qu'on développe dans sa vie. Et donc, il y a, si tu veux, il y a, on va parler d'ingénierie sociale. On ne peut pas faire autrement. L'ingénierie sociale, c'est, je vais faire très très simple, hein, parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Oui. C'est un ensemble de techniques de manipulation des foules. Oui. Qui ont pour objet, maintenant je ne dis pas pour effet, qui ont pour intention, puisque c'est délibéré, qui ont pour intention
de manipuler les gens et de leur faire accepter leur faire accepter une vision de la réalité et des comportements qui vont avec. Ça ne ressemble presque pas à ce qu'on vit maintenant collectivement. Hein. Oui. Ça n'a rien à Purement voir. fortuit. Complètement. Et donc, si tu veux, les femmes, à travers l'histoire, on a bien vu que les femmes étaient un contre-pouvoir. Que les femmes, par éducation, en fait, hein, on a plus d'empathie, on est plus ouverte au mystère du monde en général, et que ça, c'est dangereux, et beaucoup de femmes l'ont payé de façon cuisante. Hein. Du XIIIe au XVIe siècle. Effectivement. Voilà. Et on garde bien ça en mémoire aussi. Hein. Exactement, parce que la mémoire de sorcière. De bûcher, de sorcière, voilà, si je fais ça, oui, ça va me prendre, voilà. Oui. Et bon, comme on garde l'inscription de traumas de nos ancêtres sur au moins 14 générations, ben, on les a. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a, en tant que femme, on a dans nos gènes des inscriptions qui nous indiquent mais sortir c'est dangereux, restons bien cachés chez nous. Il y a déjà ça. Hein. Et donc, c'était sur le perfectionnisme. Et donc, dans ces programmes qui vont venir se greffer un peu partout, mais notamment dans notre mémoire corporelle, justement, il y a que le modèle a besoin que les femmes restent au foyer, sinon ça va être grave si les femmes sortent. Et donc, on nous instille à travers toute notre histoire, depuis toute petite fille, le mythe de la féminité. Il y a un scénario de la vie d'une femme, tu vois. Une fille, d'abord, dans son éducation, elle ne la ramène pas. Hein. Une fille est gentille. Gentille, c'est synonyme de docile. Docile, ça veut dire qu'il fait ce qu'on lui dit de faire, et qui n'en rajoute pas, qui ne la ramène pas, et qui accepte ce qu'on lui fait, qui encaisse et qui se tait. Et donc, cette empreinte-là, elle va subsister durant toute notre existence, puisque notamment à l'école, les filles sont bien meilleures que les garçons, à l'université aussi. Il y a 60% de filles à l'université qui réussissent infiniment mieux que les garçons. Dans le corps professoral universitaire, 6% de femmes. Tu vois, donc, et donc, dans le milieu professionnel, les femmes vont se mettre en position mineure elles croient que c'est par choix et en fait c'est par conditionnement. Et tu vas voir par exemple des femmes qui ont une qualification, qui ont par exemple une licence en droit, qui vont travailler comme employées de banque par exemple. C'est banal, hein? Oui. Et ça va générer des frustrations, ça. Donc elles vont être humiliées, frustrées, en colère, elles vont ramener ça à la maison. Oui, mais ce n'est pas toujours conscient. Ah non, ce n'est pas conscient, voilà, bien entendu. C'est bien ça aussi, tu vois. C'est vraiment important que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, j'ai envie de dire, puissent se dire ce qu'on vient ici d'expliquer, ce que tu viens d'expliquer, c'est très inconscient, c'est insidieux, ce n'est pas non plus, comment vais-je dire, du jour au lendemain qu'on va changer complètement, tu vois, passer du noir au blanc, de gauche à droite, c'est vraiment juste prendre conscience d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette fameuse charge mentale, ce perfectionnisme. Tout à fait. Donc l'intention de cet échange, ce n'est pas que je dise voilà tout ce que je sais, mais c'est plutôt j'amène des choses qui sont difficiles à entendre. Les filles, je tiens à vous dire que je suis réputée pour dire des choses qui font mal à entendre, mais on me dit, oh, Patricia, comme c'est dur, mais merci pour la prise de conscience. Donc c'est l'intention de cet échange. Tout à fait, c'est vraiment pour ça. Voilà. Et alors l'autre chose que je veux dire, c'est que tout ce que je dis, je ne l'ai pas sucé de mon pouce. Moi-même, à l'époque, j'ai été mère dans les années 80, je ne me suis pas plainte de charge mentale. J'avais un couple très avant-gardiste, en fait. J'avais un conjoint très contributif. Oui. Mes enfants ont assumé leur part dès qu'ils ont acquis la coordination motrice, donc je n'ai pas été concernée.
Donc, ce que je dis concernant la charge mentale, ça repose sur une infinité de témoignages. Oui. J'ai dialogué avec énormément de femmes et notamment, j'ai été très, très proche, fort dans l'intimité de certaines femmes, comme toi, avec des étudiantes, puisque j'ai des étudiantes, puisque j'ai des coachés. Donc, je les vois cheminer et je les vois confrontées à des affres. Donc, je reviens au perfectionnisme. Oui. Donc, d'un côté, on a les frustrations qu'on ramène du travail et à la maison, en fait, la maison, c'est l'espace, c'est notre royaume où on peut déployer son pouvoir. Tout à fait. Tu vois? Et tu vois, je dis pouvoir, je ne dis pas puissance. Non, 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 mais Ça me ramène à cette idée de souveraineté que l'on peut reprendre. Voilà, comme tu dis, c'est pas de la puissance destructrice, pas du tout, c'est reprendre sa juste place, sa juste souveraineté. Moi, oui, j'aime bien oui. ce mot-là, dans son foyer, dans sa vie, dans ses relations. Ça C'est le impacte but. plusieurs choses. Voilà. Ça, c'est le but. Mais donc, quand je parle de pouvoir, je parle de hiérarchie, je parle de domination, de soumission, de trucs pas sympas. Voilà. Puisque c'est motivé par des émotions nulles. Et à ça va venir s'ajouter le fait que par tradition, les femmes sont détentrices d'une expertise au niveau des savoirs domestiques, Oui. puisque au niveau familial, on transmet ça, on transmet le modèle de la domination-soumission. Les hommes sont formatés pour dominer, les femmes sont formatées pour la soumission. Ça, on n'en parle jamais, évidemment. C'est un sujet tabou, la soumission. Les féministes, globalement, elles préfèrent accuser les hommes que de reconnaître en quoi elles contribuent aux problèmes dont elles se plaignent. Oui. Et moi, ma démarche de pédagogue et de coach, c'est de dire, hé les filles, on peut changer une situation parce qu'on a prise dessus. Si on accuse les hommes, alors on remet notre pouvoir entre leurs mains. Le changement de l'amélioration de notre sort dépend totalement de leur bon vouloir. Alors que si on se demande en quoi on contribue au problème, alors on a des clés pour désamorcer, pour changer de vie. Voilà. Et donc le perfectionnisme, il vient de ces programmes-là. Mais donc c'est l'exigence, en fait, comme j'ai parlé de conditionnement, hein, on instille à la femme depuis son enfance l'idée qu'elle n'est jamais assez. En anglais, you're not enough. C'est jamais assez, ma fille. Tu pourras te battre jusqu'à la fin. Tu ne satisferas jamais. Ouais. Tu vois? Donc le perfectionnisme, c'est un délire. Hein? Exactement, exactement. C'est sans fin. Tu vois? Mais ce que je veux ajouter aussi, puisque je sais bien qu'avec toi, on part un peu, et c'est propre à l'univers avec lequel tu travailles, on part un peu dans une exploration de nos liens avec l'invisible, avec une dimension beaucoup moins démontrable, beaucoup moins tangible. Et ce qui se passe, ce que j'observe aussi et que mes témoins m'ont dit, ont validé ou m'ont dit spontanément, c'est que dans le perfectionnisme, il y a la loi de Parkinson, hein, qui va de pair avec l'ergomanie. Et l'ergomanie, c'est le fait d'être tout le temps occupé, il y a toujours quelque chose à faire, hein, ce qui t'oblige à différer à l'infini ce qui te passionne et qui pourrait recharger tes batteries. Oui. Tu vois? D'où l'épuisement. D'où l'épuisement. Tu vois? Donc, j'ai renoncé. J'ai fait 14 ans de conservatoire. Je suis une queen du piano ou du violoncelle. Et par amour pour mes enfants, j'ai renoncé à tout ça. Mais en jouant plus de mon instrument, je ne recharge pas mes batteries. Voilà. Oui. Tu vois? Et alors, l'autre truc, et ça, c'est en voyant mes femmes, mes étudiantes en processus que j'ai pu le constater, quoi. C'est on est tout le temps occupé, il y a tout le temps quelque chose à faire. Oui. La to-do list sans fin. Oui, ça remplit, ça occupe un vide existentiel. On ne sait pas qui on est et on ne veut pas le savoir parce que ça impliquerait du boulot. Oui. Et qu'on est dans une espèce de douleur, on souffre, ça fait mal, mais c'est une douleur qui est coutumière. Voilà. À laquelle notre corps est habitué, on est dans nos habitudes et finalement ça fait mal, mais
on ne sait pas ce qu'on aura et il vaut mieux souffrir de quelque chose à quoi on est habitué que de l'inconnu, ça fait peur. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on parle ici vraiment de zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, mais encore Non, suffisamment pour rester dedans, plutôt que ouais, d'en sortir ouais. pour aller explorer un terrain sur lequel on pourrait se perdre. Et inconsciemment, on a aussi tu sais, ces vieux schémas qui viennent nous dire si je sors de mes habitudes, si je sors un petit peu de ce que la société attend de moi, eh bien, je risque d'être finalement exclu. Et Et oui, cette exclusion fait terriblement peur. oui, 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 il y a un grand, dans ce délire ménager, dans ces excès ménagers, il y a un grand besoin de validation Mhm. des pairs, P-A-I-R-E-S, c'est-à-dire nos mères, nos sœurs, nos grands-mères, nos amis, machin. On a besoin de se conformer à un modèle de la bonne mère ou de la Oui. bonne femme, mais j'ai justement écrit un article de blog là-dessus récemment. Euh, la bonne mère, telle que la société nous l'a prescrit, c'est la bonne mère qui elle est bonne en tant qu'elle se réfère aux normes. Oui. Mais et dans ses pratiques, elle est brimante. Elle est brimante. Mhm. J'aime pas le mot castratrice, mais elle Mhm. empêche Oui. et ses enfants et son conjoint d'exprimer leurs initiatives, de prendre des initiatives, d'exprimer leur créativité. Et pour les enfants, tu le sais très bien, puisque tu l'as fait avec les tiens, plus on encourage l'initiative, plus la confiance en soi augmente, l'estime de soi augmente, etc. Donc, si on va au-devant des besoins de tout le monde, on les empêche de faire des expériences qu'ils ont besoin de faire. Hein. Et soi-même, alors, comme j'ai observé aussi que les femmes qui se plaignent de charge mentale, elles incarnent à elles toutes seules le triangle de Karpman. Oui. Donc, elles vont au-devant des besoins de tout le monde, Mhm. elles sont en sauveur, mais comme elles ont habitué les autres à ça, pour les autres c'est normal, donc ils sont ingrats. Mhm. Donc là, elle est en position de victime, et c'est dans la position de victime qu'elle va se plaindre auprès de sa mère, etc., qui la valide. Tu es bonne, ma fille. Mhm. Bravo. Mais il y a un autre modèle de la bonne mère qui, en l'occurrence, est la mauvaise mère, mais pour moi, c'est la bonne mère, et c'est la mère que j'ai été, et c'est la mère que tu es. C'est la mère qui n'est pas devant l'enfant pour l'empêcher de courir des dangers, c'est la mère qui est derrière lui, qui le regarde avancer, qui Mhm. l'accompagne dans son évolution, tu vois. Et là, ben, l'enfant, il va faire des gaffes, il va avoir des ratés, il va y avoir de la casse parce qu'il est en apprentissage. Voilà. Oui. Et alors, quand on est ce genre de mère, c'est-à-dire une mère émancipatrice, on encourt l'opprobre parce que l'enfant, il va faire des conneries. Oui. Parce que Peur du l'enfant, jugement. oui, donc tu encours le jugement, quoi. Tu Mhm. encours l'opprobre. Oui, On effectivement. va, ah, oui, oui, oui. Oui, et donc c'est de pouvoir se connaître suffisamment soi, parce que c'est de là que ça vient, tu l'as dit au tout début de notre échange ici, c'est pouvoir se connaître suffisamment soi, suffisamment être au courant de ce que l'on veut pour soi et pour les siens, euh, parce que très souvent on est au courant de ce qu'on ne veut pas. Oui, c'est Ça, on vrai. le connaît très très bien, mais ici c'est vraiment d'être au courant de ce qu'on veut pour pouvoir justement se dire, eh bien oui, je sais ce que je dois apprendre à mes enfants, je sais ce que je peux échanger avec mon conjoint, parce que je prends des idées qui me viennent comme ça, mais c'est vraiment ça que je vis au quotidien avec les personnes avec qui je travaille, c'est euh, je lui demande à mon conjoint, je lui demande de m'aider, ça c'est quelque chose d'assez classique, je lui demande de m'aider. Ouais. Il ne t'aide pas, il n'est pas là pour t'aider, il doit être là pour contribuer, pour répartir la charge quotidienne qui est tout à fait normale avec toi. Et très souvent, effectivement, tu parlais de cette charge mentale qui arrive avec l'enfant, qu'on devient tout d'un coup, on chope le package de la ménagère. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut vraiment bien expliquer ce côté finalement responsabilité des femmes qui cherchent aussi des excuses à leur entourage
pour garder cette place de soumise finalement, parce qu'on a lâché le mot, c'est de la soumission. Elles y contribuent inconsciemment avec tout ce qu'elles ont hérité Oui, comme bagage, maman, oui, grand-maman, etc. oui. Le point de départ, c'est que ce sont les violences éducatives. C'est le fait que quand on est petit, donc c'est attention à ce que je dis, soyez attentifs parce que vous qui allez nous écouter, moi, toi Nathalie, nous sommes à la fois la mère de nos parents, mais nous sommes aussi les mères de nos enfants. Donc on va penser les choses, donc on peut noter pour pour réfléchir là-dessus par écrit. Hein. Oui. C'est très, ça fait fort avancer d'écrire. Donc la question, elle va s'énoncer à mesure que je parle. C'est le modèle a besoin de se reproduire à travers nous, le modèle sociétal, mais aussi comme nos parents et nous en tant que parents, on veut assurer la sécurité de nos enfants, oui. On veut assurer sa sécurité future pour quand il sera adulte, alors on va faire peser sur lui une quantité d'exigences qui sont brimantes en fait. Parce que le petit enfant, je le disais tout à l'heure, il naît singulier. Il est doté d'un infini potentiel, le petit enfant. Et les adultes vont lui demander une série de choses. Moi, j'étais un petit enfant très joyeux, très énergique. Et je me rappelle que ma mère, elle me donnait, par exemple, pour que je sois calme pendant qu'elle me lavait, elle me donnait à manger. Oui. Elle me faisait manger pendant qu'elle me lavait. Oui. Résultat, elle m'a fait faire mon premier régime amaigrissant quand j'avais 8 ans. Oui. Tu vois Ben oui. Et une série de choses, tu vois, qui vont dans ce sens-là. On veut faire du bien et on fait du mal en même temps. Et notamment en cherchant à discipliner l'enfant, à le rendre conforme à un certain modèle, on le casse, on le casse, on le casse. Et l'enfant, il n'y pense pas. Encore une fois, c'est inconscient, mais il ne peut pas faire autrement que de faire ce que l'adulte lui demande. Sa Puisqu'il survie en dépend. dépend, sa survie en dépend. S'il ne fait pas, c'est de l'amour conditionnel en fait. Hein? Renonce à ton enfance, renonce à ta joie de vivre, renonce à ta spontanéité pour que je t'aime et que je te nourrisse et que j'assure ta sécurité. Et donc, oui, on avance dans la vie, machin, avec des blessures. Oui, c'est vrai, tout le monde. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'âge adulte, j'exerce un métier, je pourvois à ma subsistance. Je suis capable, bon, j'ai un conjoint, je suis bien contente, ou je ne suis pas contente, peu importe, c'est pas ça le sujet. Je suis capable de pourvoir à ma subsistance. Et donc, en tant que mère, il faut vraiment que je fasse un acte, de conscience, awareness. Il faut que régulièrement, quand j'agis, quand je pense, quand je me prépare à proférer des paroles, est-ce que ça va dans le sens de l'amour? C'est peut-être la question ultime, quoi. Oui. Est-ce que ça va dans le sens de l'amour? Est-ce que ça va dans le sens de la croissance? Est-ce que j'encourage? Est-ce que je prends soin de moi? Parce que souvent, quand on fonctionne en mode automatique, on va perpétuer ces réflexes qui consistent à chercher la validation, mais de gens qui nous aiment si mal. Enfin, l'amour n'est pas conditionnel. C'est ça. Quand on aime quelqu'un, on ne lui demande pas de changer, on ne lui demande pas d'être conforme à ce que je veux. On l'observe dans sa singularité, on l'encourage. Tu vois? Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu parlais de violence éducative, qui est ce que tu avais appelé un des côtés obscurs de la charge mentale. J'aime bien quand tu parles de ça, parce que c'est vraiment ça. La charge mentale, elle peut avoir finalement, elle est tellement rentrée, on a tellement entendu parler ces derniers temps, en tout cas, bon, peut-être parce que moi, je suis dans ce travail-là aussi. Mais il y a vraiment ce côté-là qui est une des faces un des côtés obscurs finalement de la charge mentale, ce sont ces violences éducatives. Et tu m'as expliqué aussi, quand on a préparé notre discussion ici, des différences entre filles et garçons aussi
dès la naissance. Oui, Dès oui. la naissance, il y a des choses euh, qui sont conditionnées Oui. même à la Alors, maternité. ouais. Donc, je vais faire une insiste par rapport à ce que tu viens de dire et puis enchaîner. C'est que tous ces conditionnements qu'on a subis, tous ces conditionnements en tant les programmes pour être une femme adéquate, mais aussi les brimades qu'on a subies dans notre enfance, l'amour paradoxal dont on a fait l'objet, je t'aime mais pas comme tu es, pour que je prenne soin de toi, il faut que tu renonces à qui tu es, tu vois. Ça a instillé en nous euh, une posture mentale et émotionnelle paradoxale qui fait que on va maltraiter les gens qu'on aime. Mhm. Que par exemple, il y a cette phrase emblématique de Pierre Rabhi, moins de biens, plus de liens. Si notre société nous a convaincus que le bonheur, c'est d'avoir, Oui, Alain Souchon, dans sa chanson oui, full vraiment chouette, hein, sentimental. full sentimental, Oui, voilà. je vous invite à Euh, réécouter. ouais. Si on est convaincu que le bonheur réside dans les objets, on va s'encombrer d'objets et finalement, avec toute cette pression qui pèse sur nous émotionnellement, mentalement, et cette exigence de perfection, et ma fille, tu ne feras jamais assez bien, donc déchaîne-toi, on va se mettre à privilégier les objets et leur manutention Oui. sur la seule chose qui compte vraiment, les liens et l'amour. Mhm. Tout à fait. Je te rejoins complètement Oui, là-dedans. Euh, et euh, et, c'est vraiment quelque chose que j'observe, c'est à quel point les personnes, en tout cas les personnes que j'accompagne et qui sont très encombrées chez elles, parce que c'est de ça ici qu'il s'agit aussi, c'est cet encombrement finalement que l'on a créé à l'intérieur de nous pour remplir un vide existentiel, et le vide fait peur. Et on a parfois peur qu'en se désencombrant, on retrouve ce vide dans lequel on se sent très mal. Mais on a créé la situation finalement, le pendant encombré, qui n'est pas beaucoup mieux, qui est même oui, pire, oui. et qui nous éloigne complètement de cet état d'être. Je me souviens par exemple d'une de mes étudiantes qui me disait, oh, voilà, j'ai beaucoup de choses, je voudrais être minimaliste, je voudrais être minimaliste. Donc elle avait vraiment cette envie d'être minimaliste, puisqu'elle mettait son bonheur dans cette idée d'être minimaliste. Sauf qu'en fait, elle avait plein de choses chez elle, et que elle, ça la rendait très créative, et que c'était pas un problème en fait. Donc on en était venu au fait que c'était pas un problème, et j'avais invité justement à plus se concentrer sur mais qu'est-ce que tu veux être, plutôt que de te concentrer sur tes possessions. Et ça l'avait vraiment beaucoup libérée de se dire oui, ben, je peux être, je ne suis pas obligée d'avoir, et si j'ai, ben, c'est pas grave non plus. Mais voilà, donc ça avait un petit peu apaisé sa relation avec les objets, et ça avait stoppé cette fonction de remplissage à tout prix. Oui, alors la question du remplissage, hein, moi j'ai Oui. un bel exemple aussi chez une de mes étudiantes. Elle était, moi j'en ai quelques-unes qui arrivent en me disant, oh, moi j'ai fait Marie Kondo, j'ai fait Fly Lady, est-ce que ça va servir à quelque chose? Et en fait, comme j'accompagne un changement d'identité, en fait, Oui. ce dont on a parlé, c'est d'un changement d'identité plus. Hein. Oui. Euh, cette personne-là, donc elle faisait déjà du yoga, elle avait déjà des passions, mais vraiment. Et donc on arrive très vite, le ménage se fait tout seul chez elle. Ça, c'est l'un de mes slogans. Quoi. On Mhm. parvient à instaurer une dynamique relationnelle au sein de la famille qui fait que le ménage se fait tout seul. Et elle me dit, ben, le ménage se fait tout seul. Ça fait une semaine que la cuisine est rangée et je suis toute perdue, je me sens toute vide. Mhm. Et moi, il y a des moments où, moi, je ne suis pas psy déjà, mais moi qui suis, comme je l'ai dit, dans un parcours, mais séculaire, maintenant, je me dis, mais à un moment, il faut s'arrêter de psychologiser. Mhm. Ouais. À un moment, il faut laisser venir. J'enregistre que je me sens vide, je me tais et je laisse venir. Ouais. Voilà. Et donc, ça va se remplir comme quand tu subis une opération, ben Oui. ça processe tout seul, ça Oui. processe tout seul. Et autant tu as pu souffrir, autant tu as pu souffrir et être en tension, une fois que le verrou est levé,
Ah, tu es toute détendue et tu ne penses même plus combien tu as souffert avant. Exactement, exactement. Et Tu ce n'y penses plus. remplissage, j'aime beaucoup en parler parce que c'est quelque chose dont on parle très souvent. Euh, on oppose souvent le vide et le remplissage. Or, ici, ce que tu viens de dire, nous faisons partie de la nature. On l'oublie très souvent. Quand on parle d'être, on fait Oui, partie de cette nature. Et la nature n'aime pas le vide. Tu défriches un terrain, tu le laisses et la nature va revenir l'envahir. C'est normal, c'est naturel. C'est oui, juste de se rendre compte à un moment quand on a pris conscience que cet encombrement ou que cette situation qu'on vit dans notre famille est déséquilibrée, où on a rempli ses journées de, de tâches ménagères en plus de son boulot et de tout le reste, c'est de voir si on vide ça, si on désencombre ça, euh, d'observer effectivement, comme tu dis, accepter, laisser venir ce vide et de voir est-ce qu'on peut nous-mêmes juste prendre conscience en se laissant la permission d'être, de le remplir d'une façon plus joyeuse, avec oui, plus d'amour, avec plus de liens. oui, c'est ça. Et aussi, ben, les femmes qui se plaignent de charge mentale, elles se plaignent de ne pas avoir de temps pour elles. Tout à fait. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Tu vois? Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on est en processus, dans la bonne direction, euh, c'est important de penser à ce dont on s'est frustré, les ambitions qu'on avait, les projets qu'on avait, les passions qu'on a abandonnées. Il y a des gens qui disent, oh, je reprendrai ça à la pension, mais non, quoi. Mais non. La vie, c'est maintenant. Quand, quand tu parviens à rééquilibrer les rapports au sein de la famille, à rappeler aux autres, mais les amis, on s'aime, vous vous rappelez qu'on s'aime? Parce que parfois, les enfants, on reproche, on voit tellement actuellement le focus mis sur les enfants turbulents, les enfants résistants, les enfants frondeurs, etc. Mais minute, quoi, dans quelle ambiance émotionnelle, relationnelle est-ce que tu les maintiens quand on est en famille? Complètement. Oui. Donc, il faut voir, quand on parle de cadre, Isabelle Filiosa me rappelait, mais Patricia, le cadre, c'est pas seulement le cadre disciplinaire et contraignant, c'est le contexte. Oui. Quel contexte familial offrez-vous à vos enfants? Et le nombre de mes étudiantes qui me disent, oh, mais comme on est cool, comme on est en 2 mois à peine, hein, ma formation c'est 2 mois. Oh, mais comme on est parvenu en 2 mois, alors qu'elles étaient en tension extrême en commençant, comme on est cool, comme c'est agréable, comme l'amour est revenu. Et Oui. l'amour, il attend là. L'amour, il est sur le pas de la porte, il attend de rentrer. Tout à fait. C'est désamorcer finalement, c'est ça aussi que toi tu fais, c'est de pouvoir désamorcer cette tension familiale pour pouvoir réintroduire finalement cet amour, cette paix aussi. La Oui, paix. oui, mais tu vois, c'est pas consécutif parce que dans la formulation, comme tu viens, on ne peut pas s'empêcher, comme le langage est séquentiel, on ne peut pas s'empêcher de donner l'impression que c'est consécutif, mais ça arrive en même temps. Oui, bien sûr. Je me retire, je leur laisse l'initiative et je vois qu'ils sont capables de prendre des initiatives, qu'ils sont créatifs, qu'ils ne cassent pas tout. Mhm. Comme j'ai été éduquée à être détentrice des savoirs ménagers, hein, je suis omnisciente en matière de savoirs ménagers, oui, je suis la référente. C'est à moi qu'on va s'adresser quand on Mhm. veut faire quelque chose, quand on veut faire des gaufres. Hein, ils vont aller chercher la recette, ils vont faire chauffer le moule à gaufres. Et puis je leur dirai, mais les amis, dans le package de je fais des gaufres, il y a aussi je range la cuisine. Et je Voilà. te montre comment on range la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Et quand tu me parles de ça aussi, il y a ce côté dont tu parlais. J'aime beaucoup ton expression, la mer se retire. La C'est mer se retire. vraiment, c'est vraiment ça. C'est de se dire, je ne vais pas finalement sauter sur la première occasion d'aller ranger, d'aller m'occuper de la vaisselle, du linge. Donc vraiment, c'est toutes ces tâches quotidiennes. Et de voir si moi, je me retire complètement et que je résiste à la tentation aussi de leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait, mais aussi de pouvoir leur apprendre à un moment, de leur dire,
pas dire attends, je vais te montrer comment on fait, parce que derrière ça, il y a aussi ce côté moi, je sais, moi, j'ai les secrets, je suis détentrice, comme tu dis, de ce savoir séculaire. On dirait que la lessive est devenue quelque chose de secret qui n'appartient qu'aux femmes, c'est un peu ridicule, mais c'est de pouvoir leur dire voilà, je t'apprends et tu fais tout seul, je te laisse faire. Et c'est ce que je disais souvent aussi, c'est clairement, comme tu dis, ils vont faire des bêtises, il va y avoir de la casse. Comme nous, on a fait des bêtises, comme nous, on a cassé des choses, comme nous, on a rétréci des pulls, comme nous, on a abîmé certaines choses. Ça fait partie de leur apprentissage et on est là-dedans. Maintenant, ça, c'est par rapport aux enfants, mais je reviens aux conjoints, que je trouve quand même intéressant. J'en ai beaucoup qui me disent ma belle-mère ne l'a pas éduquée, donc Oui, ben, je suis bien obligée de. Ben non, c'est un oui, choix oui, inconscient. oui. Donc, c'est vrai que ta belle-mère ne l'a pas éduquée, mais du coup, garde-toi bien de faire ça avec ton fils. Hein. Voilà, aussi. Et- Éduque ton fils, hein, de manière à éviter ça à ta future belle-fille. Parce que donc, effectivement, ce mythe de la bonne mère en référence à une norme qui exige que tu fasses tout à leur place, ça fait d'eux des manchots. Moi, je connais plusieurs jeunes gens, garçons comme filles, euh, dont la mère n'a pas voulu en faire des domestiques. Non, la chose ménagère, c'est trop trivial. Va jouer de ton instrument, va étudier tes cours. C'est plus important que tu réussisses à l'université, etc. Je ne veux pas que tu connaisses la même situation que moi, qui suis une pauvre ménagère. Et ça fait que tu as des garçons comme des filles de 22 ans qui vont sur YouTube chercher des tutos pour apprendre à cuire des œufs, quoi. Oui, oui, Ils voilà. ne savent strictement rien faire. Oui, c'est dommage. Alors que ça peut être un moment d'extrême qualité en famille, d'apprendre à cuisiner, à Et oui, nettoyer, c'est très voilà, gai. parce que voilà, ça fait partie du prendre soin. Moi, c'est ça qui m'anime beaucoup, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, de son habitation, de ses vêtements, de son corps, tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit leur apprendre finalement Et et oui, qu'on tout oublie à fait. souvent parce qu'on a l'impression que c'est, comme tu dis, euh, c'est- c'est- on va préférer leur dire va étudier, va jouer ton instrument, non, non, t'occupe pas de ça, parce qu'on a l'impression que comme ça, on va leur accorder du beau temps, du bon temps, Ouais. de l'amour, etc. Mais il y a aussi de l'amour à mettre dans l'apprentissage des tâches. Oui, c'est ça. Et alors aussi, c'est moi ce que je dis, mais pratiquement à chaque session de coaching, hein, je dis, mais rappelez-vous d'abord et rappelez-leur qu'on s'aime. Hein. Mhm, Rappelez-vous qu'on forme une famille. Et moi qui ai connu le divorce, mhm. en tant qu'enfant et en tant que parent, qui ai vu mes enfants souffrir, je peux vous dire, les filles, que personne n'a envie d'un divorce. Non, Personne. Donc, s'il faut le mentionner de temps en temps, rappelez-leur. Et on n'a pas envie de se séparer, hein, les potes. non, non, non. Et si on s'aime, on n'a pas envie qu'il y en ait qui soient l'esclave et les autres les bénéficiaires. Voilà. Tu vois, il faut le rappeler. Oui, Parce que alors, quand quand effectivement on apprend aux enfants, on les inclut. On les inclut, leur savoir-faire s'améliore, ils deviennent de plus en plus autonomes. Et quand on réintroduit cette dimension systémique, et les potes, on forme une famille, et pas on est chacun dans son coin, alors ils développent des facultés prosociales et de l'empathie. oui, Ça, c'est important à souligner. quand même. Oui, effectivement. Effectivement, parce qu'on en manque quand même beaucoup, surtout en cette période où on a l'impression que chacun est dans son coin. Et Euh, la famille, le foyer, hein, parce que moi j'aime quand même bien cette notion de foyer, il y a de la oui, chaleur dans tout ça oui, aussi, voilà, voilà. redevient finalement devient en fait une mini-société dans laquelle on apprend euh, aux enfants et on s'encourage l'un l'autre à cette empathie. Oui. Mm. Alors, je reviens au conjoint, puisque c'était le sujet que Oui, j'avais lancé. Donc, on s'égare. voilà. Effectivement, ma belle-mère m'a livré un enfant qui possède un compte en banque, qui a un boulot, une voiture, qui est capable de faire des bébés, mais au niveau de la chose domestique, c'est un enfant. Oui, Donc, ce n'est pas une bonne idée de lui reprocher d'attendre qu'on lui dise que faire, parce que probablement dans son enfance,
quand il turbulait, on lui a dit « Arrête de t'agiter, assieds-toi et attends qu'on me dise que faire. » Voilà, ouais. Et que dans le processus, il a été humilié. Il faut savoir qu'au cours de leur éducation, parce qu'on parle tout le temps des souffrances infligées aux filles, etc., mais au cours de leur éducation, on a arraché le cœur des garçons. Voilà. Donc, ils ont été humiliés à la maison. Et puis, quand ils entrent, quand ils passent dans l'environnement des pairs, PAIRS, hein, là, ils subissent du bizutage tout au long de leur adolescence. Donc, ce sont des épreuves à prétention initiatique qui ont pour intention de faire d'eux des hommes, c'est-à-dire de les insensibiliser. Oui. Sinon, s'ils manifestent quelques tendances sensibles, ça va être des chochottes, des PD, etc. Oui, hein? Exactement. Donc, ils ont surtout intérêt. Et donc, il y a ce bouquin de... Je ne l'ai pas ici, je le cherche, mais il n'est pas sur ma table. De l'historienne Olivia Gazalet, qui s'intitule « Le mythe de la virilité ». Oui. Et qui travaille sur ce que ce mythe de la virilité a fait de mal et aux hommes et aux femmes, et aux hommes. Les hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne rentrent pas du tout dans la case, qui n'ont pas envie de ça. Oui, donc il y a deux grands mythes dont tu nous as parlé ici, finalement. C'est ce mythe on va aller dans les extrêmes, mais de la féminité avec le pack de la ménagère, et puis ce mythe de la virilité. Et c'est de faire en sorte, finalement, que dans nos familles, dans nos foyers, on puisse revenir à nos émotions et à pouvoir les exprimer, jusqu'à ouvrir cet espace-là. Oui, c'est ça. Et alors, avec le conjoint, si effectivement la mère nous a livré un enfant, mais il faut le savoir, et dites-le à vos filles. Dites-le à vos filles, quoi. Il faut entrer dans un processus, ça c'est Laurence Dudek que j'aime beaucoup, qui suggère ça, entrer dans un processus de co-apprentissage. Lui, il a à apprendre des choses, mais nous aussi, hein. Humilité, les filles, quand même. On a aussi des choses à apprendre. Exactement. On a à les entendre quand ils nous appellent Madame Je sais tout. Oui, c'est ça. Ici, il n'est pas du tout question de chercher qui a le beau rôle, qui a le mauvais rôle. En aucun cas, c'est vraiment de pouvoir se dire où est ma responsabilité dans tout ça. Parce que finalement, c'est de ça. Toi et moi, c'est ça aussi que l'on travaille auprès des personnes. Et ça ne fait pas plaisir non plus, c'est quelque chose qui n'est pas gai à entendre. Hein. Mais c'est reprendre nos responsabilités notre pouvoir, donc. Et notre pouvoir par rapport à notre foyer, puisque c'est quelque chose sur lequel on a une action qui peut être vraiment bénéfique. Ça peut être très destructeur, ça peut être très violent, mais on peut vraiment inverser la vapeur. Et il n'est jamais trop tard aussi. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer la situation. Oh là là, mais et aussi, ce que je trouve terrible en si peu de temps de parcours, c'est de constater mais l'état émotionnel négatif, paroxystique avec lequel elles entrent dans la formation. Et même pas à la fin, c'est cui. Incroyable, c'est incroyable. Patricia, est-ce que tu peux nous parler justement de cette formation que tu proposes? Parce que toi, donc, tu accompagnes aussi les femmes par rapport à cette charge mentale qui est ta porte d'entrée, je veux dire, vers leur transformation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors j'ai deux programmes actuellement. J'ai un programme en individuel où j'aide les femmes qui viennent vers moi. Et c'est terrible. Là, on est vraiment dans une dimension magique parce que c'est très vite, elles lâchent leur conditionnement pour rejoindre c'est leur puissance. Donc, leur puissance, c'est leur axe, quoi, leur capacité à déployer la force avec laquelle elles sont nées, la singularité. Et il y a une dimension il y a vraiment dans ce programme-là la volonté d'un accomplissement dans le monde, tu vois. Tandis que pour la charge mentale, c'est plus au sein du foyer. Donc là, c'est la formation, la méthode, elle s'intitule « La méthode pour lâcher
ma charge mentale. Les mots sont importants parce que si je lâche, le mot lâcher, c'est un mouvement délibéré. C'est avec les mains que je lâche quelque chose que j'ai pris. Je le laisse partir. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois, je lâche ma charge mentale. Et c'est un parcours qui est en 2 temps. Un temps sur le web où il y a un petit un protocole à suivre pour désencombrer. Et comme on travaille avec toi sur le désencombrement notamment, mais ça ne fait pas double emploi. C'est comme cette personne qui me disait, j'ai déjà fait Marie Kondo, machin, est-ce que je viens quand même? Je dis, viens, oui, viens. Parce que les méthodes de désencombrement, mais cette fille-là, justement, m'a dit, mais le désordre, il revient, et je l'ai vu ailleurs. On ne sait pas maintenir une homéostasie quand on n'a fait que ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui fait que ça revient. Oui. Et ça revient, en fait, parce que le vrai problème n'est pas résolu. C'est pour ça qu'il faut travailler en profondeur. Voilà. Et le vrai problème, c'est un problème d'identité. Pour qui je me prends? Je me prends pour une bonne mère. Oui. Et une bonne mère, c'est une femme qui prend tout en charge et qui terrorise les siens de façon névrotique. Et c'est finalement comme mes groupes d'étudiantes me font beaucoup avancer, hein, comme je suis témoin de leur évolution, je suis témoin de leurs affres, des étapes par lesquelles elles passent. Je me suis rendu compte qu'on parle tout le temps du patriarcat, mais la charge mentale, elle témoigne du fait qu'on est dans un matriarcat. Intéressant. Hein, au sein du foyer, c'est la femme qui domine. Et, mais c'est un matriarcat névrotique. Parce qu'actuellement, dans certains milieux féministes, quand on parle de matriarcat, on parle d'une espèce de matriarcat archétypal, tu vois. Oui, c'est magique, c'est beau. Le féminin essentiel, oui. Etc. Et ben, si tu veux, quand on entre dans mon parcours, on passe de ce matriarcat névrotique où on est tout le temps occupé et on maltraite les autres au nom des objets, à ce matriarcat qui est archétypal, où on est dans l'amour. Voilà. Mais ça fait, enfin, moi-même, je fais le clown quand je le dis, mais c'est incroyable. Mais oui, bien sûr. Que ça puisse se faire en si peu de temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas Patricia pour cet échange très riche, très riche en plein de choses que parfois qui n'ont peut-être pas fait plaisir à tout le monde à entendre. Et ah ben, nous, on aime bien ça en fait, aller un petit peu bousculer les grandes idées bien sages et bien rangées. Hein. J'aime bien parfois dire aussi que je ne suis pas seulement rangeuse de vie, mais parfois dérangeuse de vie. Donc aujourd'hui, j'ai aimé vous déranger avec Patricia parce que c'est comme ça qu'on fait, qu'on transforme les choses finalement de façon profonde, durable et pour les prochaines générations aussi. Exactement. Exactement, Nathalie. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager mes découvertes, les découvertes que j'ai faites grâce aux femmes qui ont bien voulu me faire des confidences. Tout à fait. Avec joie, Patricia. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt, Nathalie. Au revoir. Ciao. Au revoir.